Mesdames et messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver. Une nouvelle édition de Direct pour ce mardi 25 février 2025. L'édition d'aujourd'hui sera consacrée aux énergies. Mais on va commencer par un premier reportage qui concerne le président Abdel Fattah al-Sisi qui a reçu la présidente de la Chambre des représentants de Chypre, Anita Dimitriou. Le président al-Sisi a également reçu Ammar al-Hakim, chef du courant irakien Al-Hikma, la sagesse, ainsi que la délégation qui l'accompagne, en présence du chef des renseignements Hassan Rochd. Un reportage. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu aujourd'hui M. Ammar al-Hakim, chef irakien courant national Al-Hikma ou la sagesse, ainsi que la délégation qui l'accompagne en présence de M. Hassan Rochd, chef des renseignements généraux. Le porte-parole de la présidence de la République a déclaré que le président al-Sisi a souligné lors de la rencontre l'importance de préserver la sécurité et la stabilité de l'Irak frère, affirmant la disposition de l'Égypte à mobiliser toutes les ressources nécessaires pour soutenir les efforts de développement et répondre aux aspirations du peuple irakien. Pour sa part, M. Ammar el-Hakim a exprimé son appréciation pour les relations historiques qui unissent les deux pays et leurs peuples, mettant en avant le rôle central de l'Égypte dans le maintien de la sécurité et de la stabilité de la région et la défense des intérêts de ses peuples. Il a également salué le soutien continu de l'Égypte à l'Irak dans divers domaines. L'ambassadeur Mohamed el-Shenawi, porte-parole officiel, a précisé que la rencontre a également porté sur la situation régionale et ses répercussions. Il a été réaffirmé la nécessité de mettre en œuvre l'accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza à ses différentes étapes, d'échange des prisonniers et détenus et de permettre l'acheminement de l'aide humanitaire dans le territoire. Il a également été souligné l'importance de lancer rapidement la reconstruction de Gaza, sans déplacement forcé de sa population, tout en rejetant toute proposition de transfert des Palestiniens afin d'éviter la liquidation de la cause palestinienne et de prévenir toute menace à la sécurité nationale des pays de la région. Le porte-parole a ajouté que la réunion a aussi abordé l'évolution de la situation en Syrie, où il a été convenu de la nécessité de préserver l'unité, l'intégrité territoriale et la souveraineté de la Syrie. Dans ce contexte, la réunion a examiné les développements régionaux, insistant sur la nécessité de poursuivre les efforts pour rétablir la stabilité dans les pays de la région et d'éviter toute escalade susceptible d'entraîner un conflit régional aux conséquences négatives pour l'ensemble des pays et des peuples de la région. Le président Abdel Fattah el-Sisi a également reçu Madame Anita Dimitriou, présidente de la Chambre de représentants de Chypre, en présence du docteur Hanafi Gebeli, président de la Chambre de représentants égyptienne, et de l'ambassadrice chypriote au Caire. Le président el-Sisi a souligné la profondeur et la solidité des relations entre les deux pays et leurs peuples, ainsi que la volonté de l'Égypte de poursuivre le renforcement de la coopération bilatérale dans tous les domaines d'intérêt commun, en particulier dans le secteur de l'énergie, du commerce et de l'investissement. Il a également mis l'accent sur l'importance de la coordination politique efficace entre les deux pays et sur le rôle essentiel de la coopération parlementaire en tant que pilier fondamental pour renforcer les relations bilatérales et la compréhension entre les peuples égyptiens et chypriotes. La rencontre a également porté sur les évolutions de la situation régionale et internationale, y compris la situation dans la bande de Gaza, en Syrie et au Liban. Le porte-parole officiel a précisé que la présidente de la Chambre de représentants chypriote a salué le niveau exceptionnel des relations entre l'Égypte et Chypre. Elle a souligné que sa visite reflète la volonté mutuelle de maintenir les échanges parlementaires entre les deux pays et a exprimé son appréciation pour le rôle central que joue l'Égypte dans la préservation de la sécurité et de la stabilité de la région. Sur un autre plan, le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a mis l'accent sur le grand intérêt qu'accorde le gouvernement aux travaux de développement de la ville de Ras el-Hikma, située sur la côte nord, dans le gouvernorat de Marsa Matrouh. Le Premier ministre s'exprimait lors d'une réunion tenue en présence des ministres de l'Industrie et du Transport, Kamel Al-Wazir, et de l'Habitat et des agglomérations
urbaine, Khaled Chouaib, ainsi que du gouverneur de Matrouh, pour suivre l'exécution de ces travaux de développement sur le terrain. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a tenu aujourd'hui une réunion pour suivre les dernières avancées de l'exécution et du développement de la ville de Ras el-Hikma, située sur la côte nord dans le gouvernorat de Matrouh. Au cours de la réunion, le Premier ministre a souligné l'importance que le gouvernement égyptien accorde à la réussite de ce projet clé, en raison de son rôle majeur dans l'attraction des investissements et du tourisme, la création de nouvelles opportunités d'emploi et l'apport d'une valeur ajoutée à l'économie égyptienne. Le conseiller Mohamed Al-Homsani, porte-parole du Conseil des ministres, a expliqué que cette réunion visait à suivre et examiner l'état d'avancement de plusieurs dossiers liés au projet. Il a notamment été question des compensations et des démolitions dans la région de Ras el-Hikma, ainsi que de l'avancement des travaux dans la zone d'investissement, y compris la construction de l'hôtel et du siège administratif de l'entreprise. Le porte-parole a ajouté que la réunion a également porté sur l'état d'exécution de la zone Shams el-Hikma, qui constitue le site de relogement alternatif des familles. Ont été examinés les travaux d'installation des infrastructures, notamment les réseaux d'eau et d'assainissement, ainsi que le réseau routier principal et secondaire. À cet égard, il a été confirmé que l'exécution a atteint un stade très avancé. Le porte-parole a également précisé qu'au cours de la réunion, des progrès ont été signalés dans la construction de l'école expérimentale destinée aux familles, ainsi que dans le projet d'équipement de la zone alternative sud pour les tribus et d'autres services. La réunion a également abordé l'état d'avancement du relogement de la première phase dans la zone de Shams el-Hikma, ainsi que la régularisation des terres et les mesures prises pour permettre aux bénéficiaires des compensations de légaliser leur terrain et d'obtenir des permis de construction. En outre, un inventaire a été présenté concernant les logements alternatifs déjà recensés et les demandes valables de régularisation soumises. Enfin, le porte-parole du Conseil des ministres a indiqué que la réunion a examiné le processus de versement des compensations dans la zone de Ras el-Hikma, précisant que la valeur totale des compensations versées dépasse les 6 milliards de livres égyptiennes. Et pour parler du développement touristique du gouvernorat de Marsa Matrouh et surtout de la côte nord et de la ville de Ras el-Hikma, nous avons en ligne M. Simon Saïr, expert en tourisme. Bonsoir. Monsieur Simon, bonsoir. Monsieur Simon, est-ce que vous m'entendez? Apparemment, il y a un problème technique. On va passer au reportage suivant. Et ensuite, on va essayer de reprendre l'appel. Donc, on va passer à un autre secteur maintenant, celui des énergies, où le secteur de l'électricité a connu un essor au cours des dernières années. Le ministre de l'électricité et des énergies renouvelables, Mahmoud Aismat, a donné les détails sur les efforts de son ministère pour moderniser le réseau électrique national et augmenter la production des énergies renouvelables. Voici un compte rendu. Le ministre de l'électricité et des énergies renouvelables Mahmoud Aismat a déclaré que le secteur de l'électricité avait connu un essor au cours des 10 dernières années, évoquant notamment l'augmentation de la production et la création de nouvelles centrales électriques. Les capacités du réseau électrique national ont été renforcées au cours des 10 dernières années, passant de 29 000 MW en 2014 à 61 000 MW en 2024, a déclaré Mahmoud Aismat. Il a ajouté que le réseau de distribution de l'électricité avait également été développé avec la construction en 10 ans de 23 centrales de transformation du courant électrique d'une capacité de 500 kV et l'addition de 5 610 km de lignes électriques d'une capacité
capacité de 500 kV. Le ministre a révélé en outre que la construction et la modernisation de 4 centres de contrôle régionaux du réseau national sont dans la phase terminale. Mahmoud Ismat est également revenu sur le programme nucléaire pacifique égyptien de production de l'électricité. Il a présenté les derniers développements du projet de construction de la centrale nucléaire de Dabra. Selon lui, ce projet est d'une grande importance pour renforcer la stabilité du réseau électrique national. Mahmoud Ismat a évoqué la stratégie de l'État visant à diversifier le mix énergétique, à réduire l'utilisation de combustibles fossiles et à développer les sources de production des énergies renouvelables. Dans ce contexte, il a présenté les efforts déployés par son ministère pour augmenter la production des énergies renouvelables. Selon la stratégie énergétique gouvernementale, la contribution des énergies renouvelables au mix énergétique devrait atteindre les 60% jusqu'en 2040. Pour réaliser cet objectif, la production des énergies renouvelables devrait augmenter de 65 gigawatts. Le ministre a souligné en outre le rôle majeur des énergies renouvelables dans la lutte contre le changement climatique et la réduction des émissions de dioxyde de carbone pour parvenir à zéro émission. En plus d'augmenter les investissements dans ce domaine, Ismat a indiqué qu'il encourage également les consommateurs et les producteurs de l'énergie solaire. Le ministre a évoqué aussi l'amélioration des services offerts aux citoyens. Dans ce cadre, il a expliqué que le ministère de l'électricité travaille en coopération avec le ministère du pétrole sur un plan visant à sécuriser l'approvisionnement en électricité l'été prochain et à assurer la stabilité de son approvisionnement. Voilà, nous avons essayé de reprendre l'appel. J'espère que cette fois, ça ne va pas couper. Nous avons en ligne M. Simon Sawyer, expert en tourisme. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on parlait tout à l'heure, on a vu dans le reportage l'importance qu'accorde le gouvernement au développement de la côte nord et surtout de la ville de Ras el-Hekma qui se trouve dans le gouvernorat de Matrouh. Donc, parlez-nous de cette région et de l'importance stratégique de cette région pour l'Égypte. En fait, c'est une zone de grande importance pour le pays, vu que ça va rapporter énormément, on peut dire, de densité humaine. Il va y avoir là-bas des villages touristiques, il va y avoir une présence d'un aéroport, l'économie locale, elle va se développer. Nous, on parle d'une zone qui va enrichir l'Égypte, et qui va réaliser de la ville de Matrouh un centre d'une grande importance. Les plages de la Méditerranée sont d'une réputation extraordinaire et aussi bien en étant compétence avec les pays qui sont autour de nous pour cette zone. Alors, réaliser le projet de Ras el-Hekma va faire de l'Égypte, on peut dire, un centre d'une grande importance. Est-ce que vous avez les chiffres ou les nationalités ciblées pour cette zone touristique? Bien sûr. Alors, en premier, nous, on parle du Golfe. La partie qui est autour de l'Égypte, comme Dubaï, comme Émirats, a déjà des vols qui arrivent en direct pour El Alamein. Ça va être la même chose. Nous, les Orientaux, on aime bien les vacances d'été contre les Européens qui cherchent des vacances différentes sur toute la longueur de l'année. Quand on parle de l'Europe, ils ont des vacances à tous les 2 mois en tant qu'étudiants pour quelques semaines. Ce qui veut dire qu'il y a les vacances de ski, il y a les vacances d'hiver et autres. Les vacances d'été, c'est limité plutôt pour quelques semaines. Mais ici, en Orient, quand par exemple le système scolaire, la saison d'été en totalité est en vacances, ce qui permet pour l'occuper pour les 3 et 4 mois d'été. Ça veut dire, nous on parle ici à partir de mi-mai jusqu'à qu'on arrive à la période fin septembre. Aussi bien que nous on parle, bien sûr que ça va être ouvert pour l'Europe pour la saison d'hiver, d'une façon qu'ils viennent, car on a quelques activités d'une grande importance là-bas. Par exemple, vous pouvez faire un départ de Ras el-Hekma
pour visiter la ville de Siwa et faire 2 jours avec une nuit. Vous pouvez descendre pour visiter El Alamein. Et bien sûr, on a là-bas les cimetières, le musée militaire et autres. On peut faire la ville, la zone Wadi Natroun avec ses monastères. On peut faire Alexandrie. D'ici, on peut dire que la partie de Ras el-Hekma, elle est un point angulaire. Ça veut dire qu'elle relie des points variés et elle peut faire une ouverture pour l'Égypte, pour un tourisme qui crée une attraction pour les investissements étrangers et nationaux. Et ça va stimuler le développement économique avec une création d'emplois dans plusieurs secteurs. Ça veut dire tourisme, construction, services, l'infrastructure moderne avec un réseau de transport d'eau, avec une amélioration des conditions de vie des habitants, comme le logement moderne, les services publics renforcés. Ça va donner une valeur pour le littoral nord, ça va transformer cela en destination touristique de premier plan dans le domaine du tourisme durable et dans le domaine de l'écotourisme. Et ça va mettre une grande mise en valeur pour nos paysages naturels et notre patrimoine local. Donc, quand vous parlez d'écotourisme, ça veut dire qu'il y a des réserves naturelles dans cette zone? Exactement. Alors, l'écotourisme, si on parle de l'écotourisme à Ras el-Hekma, bien sûr, l'Égypte, elle lui donne une grande importance. Car nous, on a une vision pour ce sujet et on se développe dans ce domaine. Déjà, on a fait une grande réussite à Hurghada et à Sharm el-Sheikh. Alors, nous, on a des atouts pour l'écotourisme, car ça, c'est un littoral vierge qui a des plages naturelles d'une grande réputation de leur sable blanc et leurs eaux cristallines. C'est parmi les plus belles d'Égypte. Alors, aménager l'espace balnéaire privilégié de pratiques durables avec une bonne mise de places de stations écologiques, ça va vraiment limiter les constructions invasives. Les réserves naturelles là-bas nous donnent une biodiversité unique, car la région, elle abrite des écosystèmes côtiers très sensibles, comme les dunes, les lagunes, tout ce qui est marin. Il faut vraiment préserver ce milieu naturel, c'est très essentiel pour la faune et flore locale. Et aussi, on peut se servir pour que ce soit une base pour réaliser des activités d'observation et même créer une éducation pour l'environnement. Les projets pour l'hébergement éco-responsable, comme les écologes, les hôtels intégrés à l'environnement, ça veut dire en utilisant les matériaux durables et d'énergie renouvelable, ça va attirer les touristes qui sont très soucieux et ça va donner une grande empreinte pour l'Égypte. Donc, la construction est prise en considération pour ne pas nuire à ces réserves naturelles. Bien sûr, nous on travaille beaucoup sur le tourisme vert. Nous on travaille beaucoup sur l'intégration des communautés locales, sur l'utilisation des énergies renouvelables pour créer les programmes d'éducation pour l'environnement. Car les bénéfices de l'écotourisme pour Ras el-Hekma, c'est que ça va préserver ces ressources naturelles, ça va développer l'économie durable, la création d'emplois verts dans l'hôtellerie, les circuits écologiques, la gestion des espaces naturels. Vraiment valoriser le patrimoine local et les traditions, ça veut dire impliquer les communautés dans les activités touristiques. Ça va renforcer l'image de l'Égypte comme une destination éco-responsable et ça va attirer un nouveau segment des touristes. Alors, si c'est bien planifié et encadré, l'écotourisme pourrait être un pilier clé du projet de Ras el-Hekma en alliant les attractivités touristiques et le respect de l'environnement. Parfait. Et est-ce que vous avez une idée du nombre de chambres d'hôtel ou pas encore? Non, pas encore, car ça se développe
d'un jour à l'autre. Vous savez, ça c'est le genre de projet qui a un développement continuel et non pas un point, on peut dire, définitif. Ça veut dire que vous démarrez par un chiffre, mais vous finissez par un autre. Alors, si on parle de l'offre de l'hébergement à Ras el-Hekma, bien sûr, nous, on démarre aujourd'hui avec des villas, avec des chalets privés, et cela, on peut dire, n'est beaucoup plus que les hôtels. Les hôtels, ça va suivre. Mais il y a déjà quelques groupes qui ont, je ne voudrais pas donner les noms à la télé, mais il y a déjà des groupes qui ont annoncé une ouverture prévue en 2027 à Ras el-Hekma. Et le projet initial, il se compose par 250 chambres et 100 résidences de marque. Mais on ne peut pas déclarer plus de chiffres, mais ça c'est une inauguration qui va avoir lieu, la date la plus proche, c'est 2027. Parfait. Et il existe aussi plusieurs universités dans cette région. Ça veut dire que cette région va fonctionner pendant toute l'année et non seulement plus comme avant, juste pendant 2 ou 3 mois d'été. On peut dire que les universités dans la région, oui, le projet est là, mais ça, ce n'est pas vraiment le point clé pour développer le tourisme. Nous, on parle, il faut combiner, on peut dire, Marsa Matruh avec Ras el-Hekma. On ne peut pas les séparer. Parce que déjà, il y a à Matruh l'université de Matruh qui a été fondée en 2018, une université publique. Et aujourd'hui, elle a déjà 3500 étudiants, elle a déjà 10 facultés, elle a des programmes de licence et de master en arabe et en anglais. Et ils sont dans les domaines d'études qui incluent l'agriculture, la médecine, le tourisme, l'hôtellerie, l'archéologie, les langues étrangères. On a aussi là-bas l'Institut supérieur de technologie. Et celle-là, elle est depuis 1988. Et on peut dire que ça, c'est la première institut technologique privé en Égypte. Elle a plusieurs campus à Matruh. Mais les autres projets qui vont avoir lieu ne sont pas faciles. Ça veut dire qu'on ne peut pas compter sur une université pour développer. Mais non, les projets sont beaucoup plus importants et variés que cela, car les étudiants ne vont pas faire fonctionner une zone de classe touristique très élevée comme celle-ci. D'accord. Et où en est-on avec le développement de la ville de la Al-Amin? Et la Al-Amin, ça se développe d'un jour à l'autre. Déjà, le fait qu'on réalise un festival annuel, ça rapporte énormément de publicité et de clientèle. Beaucoup d'acteurs, d'actrices et de chanteurs qui travaillent dans le développement en faisant leur fête dans la zone. Il y a déjà l'aéroport qui fonctionne à partir du mois de juin pour presque 3 mois d'été. Les hôtels sont inaugurés, les plages sont inaugurées. Il y a un gros flot touristique et c'est plutôt, on peut dire, les festivités qui créent l'attraction en premier lieu. Le fait qu'il y a des vols directs avec le Golfe, ça réduit beaucoup le coût de temps pour voyager et l'argent à dépenser. Et là-bas, déjà, l'infrastructure, elle est excellente et elle est entourée par des zones très attractives. Vous savez, il y a par exemple les 20 km Marina, et ça c'est très important car il possède un théâtre et il possède énormément de nombre de plages et d'activités. Si vous avez une voiture à réparer, si vous voulez passer pour des restaurants, c'est énorme, c'est une ville. Et vraiment, c'est ce genre de choses qui attire le tourisme extérieur, c'est le système des grandes villes et non pas les compounds. Le système de petits hôtels, ça c'est bien tout ce qui est fermé, et ça c'est plutôt pour des plages qu'on n'arrive pas à promouvoir, comme dans le temps quand on a démarré pour Hurghada et Sharm el-Sheikh. Mais là, on parle d'une zone, d'une célébrité mondiale. Tout le monde entier, on parle de la zone de la Alameda, on connaît bien. De là qu'on n'a pas besoin de ce système. Et à votre avis, comment ces villes balnéaires vont contribuer au développement de l'économie en Égypte? Les villes balnéaires, déjà, vous parlez des compagnies qui sont dans le domaine de la construction et travail. Et le domaine de construction développe l'économie locale, car il y a les matières premières, il y a la main-d'œuvre, il y a le savoir-faire. Ça aide beaucoup. En deuxième, il y a les emplois qui s'ouvrent.
les emplois, car une fois que vous finissez votre projet, il y a les gens qui restent pour l'entretien. Et c'est énorme. Quand on parle d'une zone balnéaire, ça nécessite énormément d'entretien et c'est très coûteux. Et toutes ces dépenses, c'est pour les gens qui vivent dans la zone. En troisième, vous savez, les extensions des grands magasins. On ne peut pas là-bas avoir des petits magasins qui fonctionnent pour uniquement la saison d'été. Ça, c'est plutôt le système d'extension pour des boutiques et des chaînes qui se trouvent déjà à Alexandrie, qui déplacent leurs marchandises pendant la saison d'été et la récupèrent une deuxième fois. Et avec ça, ça aide beaucoup à tout trouver et à tout avoir pour les petites périodes, on peut dire, de développement. Alors tout cela, ça aide pour que les gens de la zone elle-même trouvent des emplois et en même temps, ça développe les villes qui sont autour. Alors oui, les stations balnéaires créent un tourisme et créent une dépense intérieure et extérieure. Quand il y a des touristes qui viennent, qui font des dépenses, ça aide à booster l'économie locale, plus d'argent dans le secteur, plus d'emplois, plus de production. Alors oui, les stations balnéaires coopèrent énormément pour le développement de l'économie. Monsieur Simon Sawyer, je vous remercie beaucoup pour cette intervention. On va poursuivre avec nos reportages et on va repasser à l'énergie. L'énergie solaire est un secteur en pleine progression. En effet, l'Égypte vient d'inaugurer une nouvelle centrale électrique solaire dans le gouvernorat d'Assouan. Il s'agit de la centrale électrique solaire Abydos 1 qui se trouve dans la ville de Komombo. Un reportage. La centrale solaire Abydos 1, estimée à 560 MW, est située sur une superficie de 10 000 mètres carrés dans le désert de Komombo, dans le gouvernorat d'Assouan. Abydos 1 est considéré comme l'un des projets nationaux dans le domaine des énergies nouvelles et renouvelables, dans le cadre du plan de l'État visant à ajouter 4 500 unités d'énergie renouvelable, et ce, avant l'été 2025, pour ne plus avoir recours au délestage. Au cours de l'inauguration de la centrale, le Premier ministre Mustafa Madbouli a assisté à la signature d'un contrat entre la société énergétique émirati Amey Power, l'une des sociétés du groupe Al-Noaïs, et le ministre égyptien de l'électricité Mohamed Shakir pour établir un projet d'une station éolienne à Ras Shouqir dans le golfe de Suez. Le projet de la station éolienne a une capacité cible de 1000 MW avec des investissements s'élevant à 600 millions de dollars. D'après le même communiqué, la société émirati Amey ambitionne d'achever le projet d'énergie éolienne de Ras Shouqir au premier trimestre 2026, comme de produire prochainement de l'hydrogène vert en Égypte. L'Égypte héberge à Assouan, en outre, un méga complexe solaire de Bemben, appelé la Cité de la Lumière, avec un coût de 4 milliards de dollars et une capacité de production de 2000 MW. Le méga complexe solaire de Bemben a changé le visage de la Haute-Égypte. Ce méga projet national, qui a vu le jour après la révolution du 30 juin, s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale visant à fournir l'énergie aux projets de développement et aux citoyens au coût les plus bas. 32 compagnies égyptiennes et étrangères ont investi dans ce méga complexe solaire qui doit produire 2000 MW, soit 90% de la production du haut barrage. Chaque compagnie produit 50 MW pour rejoindre le réseau national d'électricité. C'est pourquoi ce projet national représente un nouveau haut barrage dans le gouvernorat d'Assouan. Composé de 40 lots de terrain, le parc s'étend sur une superficie totale d'environ 37,2 km². Le site bénéficie de l'un des plus grands taux d'ensoleillement de la planète. En plus, il se trouve à proximité du haut barrage, ce qui réduit le coût du raccordement au réseau national d'électricité.
Passons à notre dernier reportage. L'Égypte vise à avoir le plus grand parc éolien de l'Afrique. Le pays vient de signer un contrat pour l'extension du projet du parc éolien Red Sea Wind Energy, situé sur les rives du golfe de Suez, présente en effet le plus grand de l'Afrique. L'Égypte vise 42% de l'électricité produite à partir de sources renouvelables d'ici 2030. Un reportage. L'énergéticien français Engie a signé en Égypte un contrat pour l'extension du projet de parc éolien Red Sea Wind Energy, situé sur les rives du golfe de Suez, présenté comme le plus grand d'Afrique. Le groupe a annoncé que cette extension portera la capacité totale du parc éolien, actuellement en construction, de 500 MW à 650 MW. Et renforcera ainsi le rôle clé d'Engie dans le développement des énergies renouvelables en Afrique et au Moyen-Orient. Elle représente un montant de 130 millions de dollars qui s'ajoute à celui de la première phase de 600 millions selon le directeur général renouvelable pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord chez Engie. Il s'agira du plus grand parc éolien d'Afrique à sa mise en service complète. Celle-ci est prévue pour le troisième trimestre 2025, conformément au calendrier planifié avant l'extension. Une capacité de 306 MW est déjà connectée au réseau égyptien en avance sur le calendrier de mise en service du projet. L'accord supplémentaire en contrat d'achat d'électricité à long terme a été signé avec la compagnie publique Egyptian Electricity Transmission Company. Le parc de Red Sea Wind Energy générera de l'énergie renouvelable capable d'alimenter plus d'1 million de foyers. Il contribuera au mix énergétique de l'Égypte qui vise 42% d'électricité produite à partir de sources renouvelables d'ici 2030, avec l'objectif de réduire ses émissions de CO2 d'environ 1 million de tonnes par an. Ce parc éolien est le deuxième pour le consortium Aras Gharib, après celui de 262,5 MW opérationnel depuis octobre 2019.